Le gouvernement en séminaire demain à Rambouillet, un vaste tour d'horizon, pas de mesures concrètes. Le sport à l'école, Jean-Pierre Soisson annonce 4 mesures pour rendre les jeunes Français plus sportifs. Record du monde à Prague au championnat d'Europe, l'Allemande Marita Koch bat le record du 400 mètres plat. Et puis l'histoire d'amour d'Hassan et de Daniela, c'est le mariage difficile d'un Palestinien et d'une Juive en Israël, un reportage de Philippe Rochaud. Messieurs, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, je crois qu'il n'est pas mauvais de jeter un coup d'œil du côté des prévisions météo. Jusqu'alors, tout allait bien et c'est la raison pour laquelle nous étions si discrets. Car c'est bien connu, les journalistes ne sont là que pour parler de ce qui ne va pas. Alors précisément, l'avenir météo n'est pas très rose, Laurent Boumel. Bien non, ce qui a fait le beau temps les derniers jours, il y a une semaine, eh bien fait maintenant le mauvais temps. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine, je vous avais dit qu'il y avait une forteresse au-dessus de la France, une masse d'air, ce qu'on appelle un anticyclone. Les nuages arrivaient, contournaient par le nord et évitaient la France. Puis voilà, malheureusement, ça s'est décalé de 1000 km vers l'ouest, tranquillement, quelques jours. Désormais, regardez le chemin des nuages, il passe par le nord et il passe sur la France, du nord au sud, qu'il balaye. Alors qu'est-ce que ça va donner pour demain? Eh bien, regardons les faits sur la photographie prise par le satellite Météosat. Hier à 9 h, on voit qu'il y a des nuages abondants en vert, plus abondants encore à l'est, en rouge. Ces nuages ont perdu la majeure partie de leur eau, ils se sont vidés sur le nord de l'Europe, c'est bon signe. En revanche, l'air vient du nord, c'est pourquoi il fait frisquet et la pluie se transforme en neige en altitude. Pour demain, eh bien, il y aura un passage de mauvais temps du nord-ouest vers le sud-est avec quelques averses. Dans la journée, eh bien, après le passage, eh bien, il y aura des éclaircies qui vont s'augmenter, s'accroître sur tout l'ouest depuis la Bretagne jusqu'à la Belgique. La Bretagne, allez-y. Oui. Voilà, oui, la Bretagne. Oui. Et puis du soleil sur le reste du pays, c'est-à-dire sur l'Aquitaine et la Méditerranée, après tout de même quelques brumes matinales. Pour le week-end maintenant. Eh bien, un temps aussi bien samedi que sans doute dimanche, un temps assez variable, nuages et éclaircies, une domination des nuages sur le nord-est et l'est, domination des éclaircies sur l'Aquitaine et la Méditerranée. Bien, alors si cela peut vous consoler, sachez qu'il pleut à Prague depuis l'ouverture des championnats d'Europe d'athlétisme. Cela n'empêche pas les concurrents de réaliser de belles performances. Hier, vous avez pu suivre en direct l'arrivée du 100 mètres. Voici maintenant le résumé de la 3e journée du championnat avec le 800 mètres hommes et d'abord le 400 mètres femmes avec la clé, vous allez voir, un magnifique record du monde. Marita Koch, l'Allemande de l'Est. Regardez le fulgurant départ qu'a pris Marita Koch, elle fait le vide au milieu de votre écran, elle est déjà remontée 2 concurrentes alors qu'on n'est pas encore arrivé aux 200 mètres et elle arrive maintenant sur la ligne de la concurrente qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire sa compatriote Christina Bremner. Marita Koch s'envole vers le titre de champion d'Europe, reste à savoir maintenant si elle va pouvoir maintenir une telle cadence et voir le temps qu'elle va réaliser. Le record du monde, je vous le rappelle, lui appartient en 49 secondes et 2 centièmes. C'est extraordinaire cette chevauchée de Marita Koch qui franchit la ligne en 48,9. 48 secondes, 94 centièmes. Le record du monde est pulvérisé. Je crois que nous venons de vivre un moment tout à fait exceptionnel. 49 secondes, 32 centièmes au passage aux 400 mètres par Sébastien Coe qui ne se désunit pas. Ovette est toujours en 3e position et José Marajo qui a du mal à accrocher le wagon maintenant car le trou s'est fait. Cela va beaucoup trop vite et cela va être le mano à mano tant attendu entre Ovette et Coe. Coe toujours en tête à 200 mètres de l'arrivée devant Ovette et les 2 Allemands de l'Est. Coe et Ovette qui sont à la lutte maintenant alors que le 3e larron pour l'instant est l'Allemand de l'Est, mais c'est Ovette qui vient à l'extérieur attaqué par Beyer. Beyer qui vient et qui va sans doute remporter ce 800 mètres. L'Allemand de l'Est, Beyer, oui, qui l'emporte en 1 minute 43 secondes et 83 centièmes, ayant bénéficié du train phénoménal imposé par Coe et Ovette. J'ajoute que dans 1 heure va se courir une épreuve qui intéresse les Français au premier chef, le 400 mètres haies, et Jean-Claude Nallet est en finale. Nous en venons maintenant à la politique avec tout d'abord un sondage du Figaro et de la Sofresse, un sondage qui ressemble un petit peu à la couleur du temps à venir. 57% des Français sont plutôt pessimistes pour la rentrée, contre 29% d'optimistes. Les Français se sont tous sceptiques en matière d'emploi et de pouvoir d'achat.
Et c'est avec ce chiffre en tête que les ministres vont pouvoir s'enfermer pendant 2 jours autour du premier d'entre eux et surtout du président de la République dans le château de Rambouillet. Toute proportion gardée, c'est un peu un séminaire qui aura l'allure d'un conclave, la fumée en moins. Je veux dire, il y aura le minimum de communication avec l'extérieur. Effectivement, pas de téléphone, pas de collaborateurs, pas de dossier et aucune note. C'est donc les mains dans les poches que les 19 ministres vont procéder à une analyse de la situation de la France, mais replacée dans l'ensemble de la situation du monde. Et alors, on peut imaginer quels seront les plus bavards des 19 ministres assis dans les fauteuils, certainement M. Barre, Mme Veil, M. Monoury et M. Perquin. Avec aussi un visiteur surprise. Oui, M. Michel Albert, qui est l'auteur du rapport d'adaptation du 7e plan, mais il ne viendra qu'en début d'après-midi. Alors en principe, il ne faut pas s'attendre à des décisions dans ce genre de séminaire. Non, et l'Élysée a beaucoup insisté cet après-midi sur le fait qu'une confrontation au niveau des idées ne doit pas être confondue avec un Conseil des ministres. Le programme d'action sur l'emploi sera donné à la suite du Conseil des ministres du 6 septembre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de l'emploi, mais comme une des données d'un ensemble de problèmes économiques et sociaux, alors, et à un tout autre niveau. Les problèmes européens aussi, un petit peu. Également. Et les problèmes politiques. Alors, les problèmes politiques, on les évoquera seulement à l'heure du dîner. Et alors là, les ministres seront invités, bien sûr, à parler de l'opposition de la majorité et de l'ouverture. Et on peut bien sûr penser que la mission de M. Fabre, qui est reçue lundi après-midi à l'Élysée, va susciter quelques curiosités. Oui, c'est une entrevue qui est destinée à définir davantage l'objet de cette mission dont M. Fabre a accepté Exactement. le principe. Alors, les secrétaires d'État, maintenant... Eh bien, eux ne sont conviés que le samedi matin et avec un thème bien précis, l'action gouvernementale pour une année. Ce qui est de bon présage pour eux, parce que ça veut dire qu'alors ils devront durer aussi longtemps. Et puis on dit aussi qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 secrétaires d'État de plus à l'issue du séminaire. Écoutez, on ou quelques disait jours que après. ce serait fait avant la fin du mois, on dit maintenant que c'est après Rambouillet, mais c'est le mystère. On verra bien. Et puis c'est aussi d'ouverture sociale qu'ont parlé ce matin les dirigeants du Parti républicain, Jacques Blanc et Hervé de Charette, après avoir fait un certain nombre de propositions, notamment en matière d'emploi pour les jeunes. Quand nous devons, les uns et les autres, au plan politique comme au plan social, nous efforcer d'en débattre sereinement en oubliant, chaque fois que cela est possible, nos oppositions politiques. Et je souhaite pour ma part que le gouvernement prenne l'initiative de créer ce débat entre l'ensemble des forces politiques et des forces sociales de ce pays qui peuvent exprimer leur point de vue, évidemment différents très souvent, mais qui peuvent contribuer progressivement à dégager les solutions aux problèmes de l'emploi. Oui, par exemple, le PR propose une réforme et une décentralisation de l'Agence nationale pour l'emploi et souhaite que l'on change les conceptions actuelles de l'indemnisation du chômage. L'UDF, de son côté, a pris l'initiative de ne pas présenter de candidat contre le RPR Christian de la Malène dans l'élection partielle du 14e arrondissement à Paris début septembre. Et puis dans le même esprit, un jeune giscardien à l'Élysée, Hugues de Wavrin, porte-parole du mouvement Autrement, a proposé au chef de l'État de s'adresser à la jeunesse de France, comme il l'a déjà fait pour certaines catégories socio-professionnelles. Le SMIC à 11 francs 07, c'est pour le 1er septembre. Cela donnerait un salaire mensuel minimum de 1925 francs. Et puis la conférence de presse de Jean-Paul Parère, le président du directoire Peugeot-Citroën, l'élargissement de son groupe à Chrysler, a-t-il dit, favorisera la sécurité de l'emploi. Pour en finir avec ce dossier, un mot du sport à l'école. Jean-Pierre Soisson, le ministre des Sports, souhaite que les élèves puissent faire effectivement les heures de sport qui sont à leur programme, 2 à 3 heures. Et pour ce faire, on recrutera de nouveaux professeurs, on répartira mieux les enseignants et on développera un crédit pour les heures supplémentaires. Antenne 2, et notamment dans notre émission C'est la vie, avait fait beaucoup pour le lancement de cette campagne en faveur du sport à l'école. Ces 4 mesures permettent de combler le déficit d'ensemble dans les lycées, dans les collèges. Sauf une restriction. Nous sommes le 1er septembre. Je ne vais pas obliger un professeur à changer de résidence. Et donc, je règle un déficit sur le plan mathématique général, mais je n'oblige pas des personnels enseignants à modifier leur vie. Et donc, il y aura certains collèges ruraux qui n'auront pas encore cette année complètement, comme je le souhaite, les horaires d'enseignement qu'ils devraient avoir. Autre suite à nos campagnes, c'est également avec plaisir que nous avons appris que d'ici à 3 ans, il n'y aura plus de poteaux métalliques pour le téléphone. Nous avions, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, dénoncé ce genre de support assez inesthétique.
Ce qui s'est passé cette nuit dans l'appartement de l'un de nos confrères, de l'un de nos amis TF1, Yves Mourouzi, est très grave. Des inconnus ont cherché à l'intimider en plaçant une bombe devant sa porte. L'attentat a complètement, vous allez le voir, ravagé l'immeuble, faisant 10 blessés, dont un bébé, mais épargnant Yves Mourouzi. Ce geste a été revendiqué par la section franco-arabe du refus, qui par ailleurs déclare s'en être pris le 14 juillet à Jean Dutour. Son appartement avait été entièrement plastique. Mais tout à l'heure, dans son journal, mon confrère n'a voulu s'en prendre à qui que ce soit. Aucun commentaire sur cet attentat et je remercie tous ceux qui ont eu la sympathie de me témoigner leur sympathie ce matin. Je les remercie de l'avoir fait. Parmi ces messages de sympathie, il y a celui de la rédaction d'Antenne 2. Le Premier ministre, à la suite de ces attentats contre des domiciles de journalistes, a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre immédiatement les dispositions les plus fermes pour faire échec, je cite, à de tels actes criminels. En bref, maintenant, d'autres informations en France et à l'étranger, à commencer par des nouvelles du DC-3 français, disparu au large de la Sicile. Le mystère reste entier après la disparition le 28 juillet, au large de la Sicile, du DC-3 parti la veille de Toulouse. Depuis l'escale de Palerme, on est sans nouvelles de l'appareil. Le réservoir retrouvé près des îles Lipari appartient-il au DC-3? Où se trouve l'équipage qui devait rentrer le 14 août? Que transportait réellement le DC-3 et vers quelle destination? Le Tchad, la Libye, avec à bord des armes, des devises ou un mystérieux passager? La police de l'air et des frontières devra répondre à toutes ces questions. Les Canadaires et les pompiers ont lutté toute la journée contre les incendies qui ont déjà détruit des centaines d'hectares de forêt dans les Alpes-Maritimes et le Var. À l'heure actuelle, bon nombre de foyers ont été circonscrits malgré un violent Mistral. En Corse, 3 centres de secours combattent un incendie qui menace une cuve de 2000 litres de mazout près de Corté. Retenus jusqu'à présent dans le Var, les Canadaires peuvent maintenant opérer dans cette région. Le président Jomo Kenyatta a été inhumé aujourd'hui à Nairobi. La succession semble difficile dans ce pays où l'ancien président a toujours délibérément mis son pays dans le camp occidental. Mais qu'en sera-t-il maintenant où le Kenya, par sa position stratégique, peut devenir un enjeu capital dans cette partie du monde? Au Nicaragua, la situation reste confuse malgré l'appel au calme de diverses personnalités du pays. À Montagalpa, 3e ville du pays, les combats se poursuivent entre les immigrés, entre les insurgés et la garde nationale. 12 personnes ont déjà été tuées et les habitants fuient sous la protection des drapeaux blancs. Depuis vendredi, la grève générale est largement suivie dans le pays, mais le président Somoza a réaffirmé sa volonté de rester en poste jusqu'à la fin de son mandat en 1981. À Cuba, Fidel Castro a autorisé une 50aine de prisonniers politiques cubains à demander l'asile aux États-Unis. Quant aux Angolais, ils vont échanger des prisonniers de guerre avec les Sud-Africains. Le gros dossier de politique étrangère de la semaine prochaine, ce sont 3 hommes qui vont le feuilleter à Camp David aux États-Unis. L'Américain Carter, l'Israélien Begin et l'Égyptien Sadat. Tout au long de la semaine, nous aurons l'occasion d'éplucher le contexte politique de ce sommet. Seulement, la réalité du Proche-Orient, on ne peut pas l'appréhender qu'à travers le sourire de ses chefs d'État, ses poignées de main, ses communiqués savamment dosés qui font le bonheur des spécialistes. Cette réalité, il faut avoir été sur le terrain pour la comprendre, pour la saisir. Et c'est ce qu'a fait Philippe Rochaud, l'un de nos meilleurs spécialistes des problèmes arabes. Il a longtemps vécu là-bas et qui, pour la première fois de sa vie, allait en Israël. Alors vous pensez bien qu'il a tout de suite été accroché par l'histoire qu'il va vous raconter, par l'histoire de Hassan et de Daniela, un Palestinien et une Yéménite juive habitant tous deux en Israël, une histoire d'amour avec, comme dans chaque nation, des nuages. Un simple roman d'amour entre cet homme et cette femme est devenu en Israël une véritable affaire d'État. Elle est juive israélienne, lui est palestinien. Dahiya, village arabe des territoires occupés aux portes du désert du Negev. Un village d'1 millier d'habitants qui semblait vivre hors du temps jusqu'au jour où un homme et une femme, défiant les coutumes et les barrières politiques, aient décidé de se marier contre la volonté de l'administration militaire israélienne.
Lui, c'est Hassan. Il a 26 ans, il est palestinien, né dans ce village. Il travaillait comme standardiste dans un hôtel de la mer Morte et c'est là qu'il l'a rencontré. Elle, Daniela, juive de nationalité israélienne. Elle était femme de chambre, elle venait de quitter un vieil homme à qui sa famille l'avait mariée de force. Daniela la juive est tombée amoureuse de Hassan, le musulman, le palestinien. Malgré la colère de sa famille, elle s'est convertie à l'islam pour pouvoir l'épouser, sans quoi le mariage n'aurait pas été possible. Daniela et Hassan ont tous deux perdu leur emploi à cause de leur union. Et le jour des noces, les familles ont boudé ce mariage de la honte. Mais Daniela et Hassan ont tenu bon, ils ont même posé pour la postérité dans un studio bon marché de Jérusalem, car ils ne veulent pas que leur histoire tombe dans l'oubli. Je l'ai rencontrée à l'hôtel où je travaillais. Elle m'a dit qu'elle voulait se convertir à la religion musulmane pour m'épouser. Je l'ai aimée et on s'est mariés ici. Mais les soldats israéliens sont venus et m'ont dit que la loi m'interdisait d'épouser une israélienne. On m'a emmené au commandement militaire à Hébron. On a contrôlé mon identité, on a pris mes empreintes. Ils m'ont dit que c'était interdit pour moi ou pour n'importe quel autre arabe de parler ou de faire quoi que ce soit avec une juive. Je leur ai répondu que j'avais tout fait légalement puisque ma femme avait changé de religion pour pouvoir m'épouser. Les soldats m'ont emmené, ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de me marier avec un Palestinien, que les Arabes étaient sales, qu'ils ne connaissaient pas la vie et qu'ils allaient me faire travailler avec les vaches et les ânes. Je leur ai répondu que chez les Arabes, il y avait aussi des braves gens comme chez les Israéliens et chez les autres peuples du monde. Ils m'ont dit, si vous épousez un Arabe, vous devenez une ennemie et si vous êtes enceinte, vous serez la mère d'un terroriste. Votre fils sera un soldat de l'OLP et il nous tuera. Quels sont vos rapports ici avec les gens du village? Beaucoup de gens ne comprennent pas mon problème, mais ils ne font rien contre moi. Beaucoup de vieux me regardent comme si j'étais encore juive. Je vis maintenant dans cette famille et je suis heureuse. J'ai rêvé de cette vie autrefois. La famille de Daniela aujourd'hui, c'est celle de Hassan. Ses neveux d'abord, qui la considèrent comme une seconde maman, mais surtout le frère de Hassan, le seul qui ait vraiment défendu ce mariage maudit, et dans cette société, le rôle du frère est capital. Depuis son mariage, Daniela ne revoit plus ses parents. Dans la famille de Hassan, elle est acceptée, c'est d'ailleurs là que vit le couple, puisque tous deux sont sans travail. Pourtant, ni la mère ni la grand-mère de Hassan n'ont accepté de poser pour une photo de famille. Dans leur village, Hassan et Daniela sont souvent montrés du doigt. Mais depuis que la presse israélienne s'est emparée de l'affaire, ils vivent en paix et leurs problèmes ont été classés dans les bavures de l'administration militaire. Ce genre de mariage israélo-palestinien n'est pas rare en Israël. Il montre en tout cas que les populations du Moyen-Orient sont souvent prêtes à devancer les négociations de paix. Oui, ce n'est bien sûr qu'un cas particulier, mais je crois qu'il fallait vous la raconter. Je vous rappelle qu'avant de se rendre aux États-Unis, Anwar el-Sadat fera escale à Paris. Il aura des entretiens avec le chef de l'État, M. Giscard d'Estaing, avant de partager avec lui un dîner en tête-à-tête. Premier contact du nouveau pape avec le corps diplomatique. Jean-Paul Ier s'est fait présenter les 51 chefs de mission par son secrétaire d'État, le cardinal Villot. Il a commencé à manier quelques langues étrangères en saluant l'ambassadeur d'Espagne d'un Arriba España qui a un petit peu surpris, et en prononçant quelques mots en français avec, paraît-il, un accent italien encore assez fort. Retour au sport maintenant avec le football, la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir au Parc des Princes la Suède. A noter que Michel Hidalgo, vous le voyez, pour le poste d'avant-centre, a préféré le Strasbourgeois Gemrich au Marseillais Berdol. Ce n'est pas une rencontre amicale, c'est tout de même un match tout ce qui est de plus officiel, puisqu'il compte pour le championnat d'Europe des Nations. Et pourtant, le public s'est un petit peu fait tirer l'oreille. Il y a moins d'un an, on s'arrachait les places pour France-Bulgarie, dont dépendait la participation de la France à la Coupe du Monde. Demain, France-Suède, pour le championnat d'Europe des Nations, fera probablement le plein.
Mardi, pourtant, la location marchait au ralenti, au point que la Fédération de football préférait annuler la retransmission télévisée, espérant ainsi relancer la vente des billets, remplir le Parc des Princes et assurer l'environnement indispensable aux joueurs français. Force est donc de reconnaître qu'on ne se précipite pas pour voir les tricolores. Bien sûr, cette équipe de France se présentera sans son carré d'as, Trésor, Platini, Rocheteau et Lacombe. Mais dans l'esprit du sélectionneur, Riot, Jouve, Rouillet et Gemrich sont mieux que des remplaçants et ces absences ne suffisent pas à expliquer le relatif manque d'intérêt du public. Faut-il penser alors que le mal est plus profond et que les résultats décevants de la Coupe du Monde et les à-côtés qui ont suivi ont entraîné une certaine désaffection pour l'équipe de France? C'est difficile de porter un jugement comme cela parce qu'il y a beaucoup de raisons pour tout cela. D'abord, après de grands événements, il est certain qu'il y a toujours un petit peu des retombées plus plates. Il y a également que c'est le mois d'août, c'est la fin août et que peut-être que le grand public n'est pas encore rentré de vacances. Mais pour cela, il faut quand même attendre le match et je suis sûr qu'il y aura minimum 40 000 personnes au Parc des Princes. Donc il y aura quand même un certain engouement. Mais c'est vrai aussi qu'après la Coupe du Monde, il est difficile de remettre un plat avec le même succès. Et pour cela, eh bien, il faut permettre une digestion et une digestion qui est naturellement un peu lente. Est-ce que l'équipe de France va profiter de cette Coupe d'Europe des Nations pour essayer de redorer un peu son blason sur le plan des rencontres officielles et non plus amicales? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour redorer le blason. C'est peut-être en France qu'on a un petit peu enlevé une couche parce qu'à l'extérieur et à l'étranger notamment, et je vois encore la presse suédoise qui qualifie la France de révélation de la Coupe du Monde, même si c'est peut-être un peu trop flatteur, mais il y a une très bonne image de l'équipe de France. C'est à nous d'essayer de la maintenir et de tout faire pour cela et les matchs qui arrivent, malgré certaines absences, je pense que le football français montrera encore qu'il est à un bon niveau international. Je vous rappelle que Rouget s'appelle en fait Rouillet. De toute façon, il ne joue pas à Lille, mais à Nancy. En tennis, Flushing Meadows, le nouveau centre du tennis américain, n'est pas un stade porte-bonheur pour les Français. Seul Christian Fraisse a pu se qualifier au deuxième tour des championnats Open. Encore faut-il ajouter que c'est aux dépens d'un autre Français, Patrice Dominguez. Il y avait un tiercé qui se courait à Vincennes, le prix des Ardennes, dans la 5e course. La combinaison gagnante, le 13, le 6 et le 10. Vous découvrez les rapports. 1265 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre et 131 francs 50 dans un ordre différent. C'est donc un tout petit rapport. La mer malade de l'homme. L'homme est en effet le seul animal qui rejette dans la nature des produits qui ne se détruisent pas. Ces déchets ont fait de la mer la plus vaste poubelle naturelle. La pollution a pris la place de la vie. Elle empêche la mer de vivre en tapissant ses fonds et en particulier le littoral de déchets chimiques de toutes sortes. C'est l'une des constatations d'Henri Gallet qui, vous le savez, durant tout l'été, a sillonné pour Antenne 2 les côtes françaises. Un peu plus de 400 000 bateaux immatriculés en France, qui sortent peu. On estime leur durée moyenne d'utilisation à 3 ou 4 jours par an. Alors que font ces bateaux? En Méditerranée, pendant l'été, leur programme d'utilisation est des plus simples. Ils vont en général de leur port d'attache à l'île en face, les Reims ou Port-Cros. Et le résultat que seuls les plongeurs peuvent voir, même dans un site classé réserve naturelle comme le parc de Port-Cros, c'est un fond tapissé de déchets de tous ordres. Une vraie décharge municipale. Alors parfois, les plongeurs se font éboueurs et ramènent en surface ce qu'ils peuvent ratisser. Mais cette forme de pollution, la plus visible, donc la plus choquante pour l'œil, n'est pas la plus grave. Ce qui inquiète surtout les scientifiques, c'est la pollution chimique. En Méditerranée, il existe un baromètre de la vie sous-marine, c'est l'herbier. Quand un herbier régresse, cela signifie qu'il y a danger de pollution. Et pour mettre en danger ces prairies sous-marines naturelles, il suffit de peu de choses. L'ancre d'un bateau, par exemple, qui travaille sur le fond comme un soc de charrue. À la différence près, c'est que dans le sillon ainsi tracé, personne ne sème. Ces herbes, on les trouve dans la frange littorale. C'est cette mince frange que les hommes polluent en premier. Avec les rejets industriels, bien sûr, mais surtout en été avec les rejets des municipalités qui se servent de la mer comme station d'épuration. L'effluent des municipalités qui, dans le temps, étaient uniquement des matières fécales, des urines, c'est-à-dire des produits faisant partie du cycle, maintenant, parce qu'on utilise des détergents, on utilise des produits chimiques dans des pesticides par exemple, on utilise des antibiotiques qui ne sont pas dégradables, les effluents des grandes cités sont devenus aussi polluants que les effluents industriels.
Et à l'heure actuelle, il y a une espèce d'opposition entre notre civilisation et la vie des océans. Le résultat, bien pour celui qui peut avoir le courage de plonger dans cette soupe, on peut le voir ici, plusieurs kilomètres après la sortie de l'égout de Sissier près de Toulon. Le fond sous-marin est complètement érodé. L'herbe a disparu. Elle qui atténuait l'action mécanique des vagues sur le sol n'est plus là pour l'empêcher. Et avec la disparition de l'herbier, plus de traces de vie sous-marine, rien que les déchets en suspension dans l'eau. Cette herbe a un nom, c'est la Posidonie, mais bien sûr, les gens qui se baignent très près de cet égout ne soupçonnent pas son absence et le rôle important qu'elle joue dans l'équilibre de la vie sous-marine. Alors la Posidonie, c'est l'herbier. Ce sont ces espèces de feuilles vertes qu'on voit dans le fond de l'eau et qui constituent des véritables tapis. Et la Posidonie est extrêmement importante dans la vie de la mer car ça n'est pas une algue, c'est une herbe. Et il y a des racines. Et ces racines tiennent le sol marin et l'empêchent de partir comme une forêt. Les racines des arbres tiennent le sol et vous savez quand il y a un incendie, eh bien, la terre est lavée et finalement on ne peut plus rien faire pousser dessus. Alors la Posidonie travaille par ses racines mais aussi par ses feuilles. C'est la grande fabricante d'oxygène. La Posidonie donne de l'oxygène et donne un refuge pour les poissons et pour leurs ponces. Et malheureusement, c'est la première victime de la pollution. Quand un égout se rejette, il tue la mate de Posidonie. Dans la presqu'île de Gien, des jardiniers sous la mer réimplantent les Posidonies avec succès. Mais cette technique demande du temps et des moyens. C'est malgré tout le signe que l'homme a compris qu'il prenait plus à la mer qu'elle ne produisait. Le simple intérêt plutôt que la beauté du milieu sous-marin devrait rendre l'homme raisonnable. Un chiffre par exemple, un œuf sur 100 000 donnait un thon autrefois. Aujourd'hui, dans une mer polluée, le rapport n'est plus le même. Il faut 5 millions d'œufs pour faire un thon. Voilà, et puis un peu plus loin au large, jouant avec l'écume des vagues et insouciante du danger qui les menace, des baleines en Méditerranée. Oui, des images exceptionnelles filmées à une 50aine de kilomètres de Cannes, par lesquelles je vous propose de conclure ce journal. Les baleines, oui. 5 espèces différentes y ont été observées et on a même vu des cachalots. Seule la plus petite des baleines, le globicéphale, qui fait au maximum 7 mètres de long, séjourne un peu dans la Méditerranée. Les autres espèces ne font que passer. Elles cherchent leur nourriture, mais le plancton est trop rare dans cette mer. Alors, elles repartent par le détroit de Gibraltar vers des mers plus nourricières. C'est la raison pour laquelle on en voit peu et c'est une chance inouïe de pouvoir les filmer. Ce que vous voyez là, c'est un groupe de 4 orcales communs dont la taille varie de 15 à 20 mètres. Sur le plan scientifique, ce passage de baleines ne signifie rien sauf que celles-ci sont là depuis 2 mois. Alors, il faut croire qu'il y a encore de la nourriture et que la Méditerranée se porte mieux qu'on pourrait le croire. 23h10, le dernier journal d'Hervé Claude. Bonsoir à tous. À demain. Écoutons ensemble le chant des baleines.